Désolé. OK, donc on cherche des schémas discrets dégénérés elliptiques. Je ne recommence pas. Et donc, ça nous permettra d'avoir des solutions stables et puis un chemin relativement balisé pour prouver la convergence des solutions discrètes vers la solution de l'EDP, basée sur la théorie des solutions de viscosité. Et alors, comme exemple de schéma discret dégénéré elliptique, on va se placer sur la grille en fait, dans l'exposé. On a la différence finie upwind, donc u de x moins u de x moins he. Donc, c'est bien une fonction croissante de u de x moins une valeur voisine, sachant que si on est au bord du domaine, il faut faire quelque chose pour les conditions au bord. Donc, si par exemple, là, j'ai x moins he, typiquement, on peut couper avec le bord du domaine et utiliser la valeur au bord utilisée pour la condition de Dirichlet. Bon, on fera d'autres choses pour Monge-Ampère, où ce sont d'autres conditions au bord. La différence finie d'ordre 2, avec un signe moins. Et puis, toute combinaison linéaire positive, tout maximum, tout minimum, ou plus généralement, toute fonction croissante de plusieurs schémas discrets dégénérés elliptiques, ce sera aussi discret dégénéré elliptique. Voilà, donc, on a une certaine liberté et en même temps un certain nombre de contraintes. Et une première contrainte qu'on a ici, c'est qu'on voit qu'il faut que E soit à coordonnées entières. Alors, pour travailler avec des E qui sont arbitraires, par exemple dans SD, pour avoir des dérivées secondes dans des directions arbitraires, il y a une approche qui avait été proposée qui consistait à regarder des schémas à deux échelles. Donc, si E est dans SD, à ce moment-là, la dérivée seconde de U dans la direction E, on peut l'approcher en faisant une différence finie d'ordre 2 avec une échelle de différence finie plus grande que l'échelle de la grille et en interpolant la fonction U sur une grille fine. Donc, on a donc un schéma à deux échelles qui va permettre d'avoir une petite échelle d'interpolation et une plus grande échelle de différence finie et ainsi de s'affranchir de la contrainte que E soit coefficient entier. Donc, comme autre exemple de schéma à deux échelles, eh bien, on peut approcher les valeurs propres de la hessienne, lambda max et lambda min, par des maximums de différence finie ou des minimums de différence finie d'ordre 2, en prenant tous les vecteurs à coordonnées entières dans un rayon, donc un rayon suffisamment grand pour avoir suffisamment de vecteurs entiers pour couvrir à peu près toutes les directions, de manière assez fine. Alors, ces schémas, ils ont été étudiés à une époque parce que donc, on obtient des résultats de convergence assez généraux pour ces approches. Mais si on veut les utiliser en pratique, on est rapidement très limité parce que le taux de convergence, aussi bien théorique que pratique, est très mauvais. Donc là, l'erreur ici, c'est du grand taux de epsilon carré plus h carré sur epsilon carré à cause de l'erreur h carré qui est commise par l'interpolation typiquement linéaire ou bilinéaire ici. Et puis là, comme on fait des différences finies assez grandes, eh bien, on a un h carré r carré plus un 1 sur r carré. Et donc, avec ça, on se rend compte qu'on est obligé de prendre une échelle des différences finies qui est de l'ordre de la racine carrée de h, ou un rayon du stencil qui est l'ordre de h moins 1,5. Donc, de nouveau, les différences finies avec des distances qui sont de l'ordre de racine carrée de h. Et donc, les schémas sont très peu précis. On ne peut pas avoir mieux que de l'ordre 1, et puis on a des stencils très larges. Voilà, donc, on a essayé de faire autre chose, et pour ça, on va avoir besoin d'un outil, donc la décomposition de Voronoi. Alors, bon, pour ceux qui ont déjà vu mes exposés, j'en ai déjà parlé quelques fois, mais je vais quand même la réintroduire. Donc, Voronoi, il étudiait les formes quadratiques pour des problèmes qui ne sont pas du tout liés à l'approximation numérique, plutôt des problèmes liés à l'arithmétique. Par exemple, quels sont les entiers qu'on peut représenter sous forme de 4 carrés. Et donc, la question, c'était de classifier les formes quadratiques positives modulo les transformations à coefficients entiers. Et pour ça, il a introduit des problèmes d'optimisation
notamment celui-là. En fait, il s'était plutôt intéressé au dual, mais bon, du coup, il a considéré celui-là aussi. Chercher à décomposer une matrice D avec des coefficients ρ qui sont positifs, fois des matrices E transpose, donc de rang 1 à coefficient entier. Donc, cette décomposition-là, elle sera très bien pour nous parce qu'elle permettra de concevoir un schéma aux différences finies avec donc des différences finies dans les directions E qui sont à coordonnées entières. Et donc, de s'affranchir des approches à deux échelles qu'on a vues à l'instant. Et puis, comme il n'y a évidemment pas unicité de la décomposition, il a proposé de maximiser la somme des coefficients, ce qui se défend à la fois parce que c'est une fonction objective très simple, qu'elle va être invariante par changement de coordonnées à coefficient entier, et puis parce que si ces coefficients sont grands, alors ça veut dire que, au moins heuristiquement, que les vecteurs E sont petits, puisque la somme des ρ de E, norme de E carré, ça fait trace de D, en passant à la trace. Voilà, donc ça, c'était un problème considéré par Voronoi, qui correspond en fait à la première réduction de Voronoi. Et comme c'est un problème linéaire, donc là, on a des contraintes linéaires, on en a dd plus 1 sur 2, puisque D est symétrique, et puis une variable d'optimisation linéaire qui ici vient en dimension infinie, une inconnue par point de ZD privé de 0. Mais on a un problème dual. Alors, le problème dual, lui, il a une inconnue qui vient en dimension dd plus 1 sur 2, qui est une matrice symétrique M. Et puis, par contre, les inconnues qui étaient en nombre infini, elles deviennent un nombre infini de contraintes. Alors, ce problème-là, donc cette contrainte-là, elle constitue ce qu'on appelle elle définit ce qu'on appelle le polyèdre de Rishkov, qui est un ensemble de matrices symétriques. Un ensemble de matrices symétriques. Oui, j'ai vu. Mais je peux écrire de ce côté-là aussi. Donc, c'est un ensemble de matrices symétriques intéressant parce que si on place les points du réseau ZD, eh bien, on voit que la distance entre deux points de ZD, elle est forcément supérieure ou égale à 1 lorsqu'elle est mesurée avec la norme associée à M. Donc, si je trace, par exemple, les ellipsoïdes de rayon 1,5 associés à M, eh bien, cette contrainte-là, elle exprime qu'en fait, on a des ellipsoïdes qui sont 2 à 2 disjoints. Donc, les ellipsoïdes de rayon 1,5 associés à M. Et donc, on est en train de regarder des empilements périodiques d'ellipsoïdes et de minimiser trace de D fois M. Alors ça, c'est un objectif qui dit en quelque sorte que c'est des ellipsoïdes qui remplissent bien l'espace dans la géométrie associée à D. Bon, si on voulait remplir le volume au maximum, il faudrait mettre un déterminant, mais du coup, ça deviendrait indépendant de D. Bon, donc ici, on minimise plutôt trace de DM, ce qui est l'objectif dual des contraintes là-bas. Et alors, à un changement de variable près par M1,5, on voit que cet empilement d'ellipsoïdes, ça correspond à un empilement de sphères sur un réseau. Et donc, pour étudier ce problème, ou le résoudre numériquement, on est amené à classifier tous les sommets du polyèdre défini par ces contraintes que Voronoi appelle forme parfaite. Donc, en dimension 2, il va y avoir qu'une seule matrice M, qu'un seul sommet, modulo les changements de variables à coordonnées entières, qui correspond à l'empilement hexagonal. En dimension 3, il n'y en a qu'un seul aussi. Ça correspond à l'empilement cubique face centrée. Puis en dimension plus grande, il commence à y avoir plus de variétés. Jusqu'en dimension 8, où il y a un peu plus de 10 000 sommets, donc 10 000 empilements rigides, compacts de sphères qui correspondent au sommet de ce polyèdre. Donc, une fois qu'on sait les classifier, on sait résoudre efficacement cette minimisation et donc on sait résoudre efficacement cette décomposition. Et on voit que, donc là, j'ai représenté l'ellipse associée à D et les offsets E. On voit que c'est une décomposition qui
qui respecte bien la géométrie définie par D, qui est assez naturelle. Alors, bon, quelques mots sur cette décomposition. Quelles propriétés on a, maintenant qu'on l'a décrite heuristiquement? Donc, d'une part, eh bien, elle existe. C'est déjà pas complètement trivial. On a un problème en dimension infinie. Donc, elle existe. Elle n'est pas forcément unique. Donc, les vecteurs EI, tout à l'heure, je vous ai dit que heuristiquement, on s'attend à ce qu'ils soient assez petits parce qu'on veut que la somme des poids soit maximale. Mais en fait, il faut quand même un peu travailler pour montrer une borne. Donc, ils sont bornés par la racine carrée du conditionnement de D. Donc, c'est ça qui va dicter en fait la compacité ou non du schéma. Ça veut dire que si on a une matrice de diffusion de D qui est très dégénérée, eh bien, le stencil va s'aplatir un peu. Donc, et à l'opposé, si D est proche de l'identité, eh bien, les vecteurs sont très, très petits. Voilà, donc, cette décomposition elle est unique en dimension jusqu'à 3. Et puis, en dimension 4, on peut faire un choix à peu près canonique. On peut montrer que l'ensemble des décompositions forme un triangle équilatéral et choisir, par exemple, son centre. Les coefficients, si j'appelle ρ de ED, le coefficient ρi associé au vecteur EI pour la matrice D, ces coefficients, en fait, ils sont Lipschitz en fonction de D, et même affines par morceau. Alors, c'est intéressant pour l'analyse numérique. En fait, ce n'est pas totalement suffisant. Il y a un certain nombre de résultats de Krylov ou de Jacobsen qui demandent que la racine carrée du coefficient soit Lipschitz. Donc, dans ce cas-là, on étudie des variantes. On a en particulier une variante en dimension 2 telle que la racine carrée des coefficients soit Lipschitz. Bon, mais ça, c'est quand même suffisant pour un bon nombre d'applications. Et puis, il y a une dernière propriété qui est intéressante, c'est que en dimension jusqu'à 4, et en prenant le bon choix, les vecteurs EI, ils engendrent bien le réseau ZD, ce qui veut dire que le schéma numérique il va connecter tous les points. Il va connecter tous les points de la grille et pas donner des artefacts avec, par exemple, des grilles qui seraient indépendantes, des sous-grilles qui seraient indépendantes. OK. Donc, appliquons ça à l'équation de Pucci. Donc, on s'intéresse à lambda min plus alpha lambda max de M égale F. Donc, on va essayer de discrétiser cette chose. Alors, pour ça, on va passer par une reformulation comme extrémum d'opérateur linéaire. Et l'idée la plus naturelle, ce serait d'écrire ça comme min de EME plus alpha EME avec alpha max EME avec E dans tous les vecteurs qui parcourent tous les vecteurs unités. Mais ça, en fait, ça ne va pas être très sympathique parce que la matrice D qui serait ici E transpose, elle est dégénérée. Donc, si on veut utiliser la décomposition de Voronoi, eh bien, il faut plutôt essayer de travailler avec des matrices qui soient définies positives. Donc, on passe par une autre reformulation comme extrémum d'opérateur linéaire. Donc, lambda min plus alpha lambda max égale le minimum de traces de d alpha de θ m, où d alpha de θ, c'est la matrice diagonale avec valeur propre 1 et alpha, tournée de l'angle θ. Où θ, c'est juste la rotation. Donc, voilà. Et donc là, on a bien des matrices qui sont définies positives. Et donc, on va pouvoir décomposer. Donc, disons que d alpha de θ, on peut fixer alpha et puis le décomposer avec des poids ρi positifs et des vecteurs EI, des offsets EI qui sont à coefficient entier grâce à la décomposition précédente. Et à partir de là, l'opérateur qui nous intéresse
eh bien, on en obtient un schéma précis à l'ordre avec une... Voilà, donc, en plus, on va discrétiser les angles. On va prendre θ égale kpi sur grand K, où K sera un paramètre de discrétisation angulaire, donc avec K angles. Et donc, cet opérateur trace de d alpha de θ fois m, qui est ici la hessienne de U, on le discrétise avec donc, somme des ρi fois les différences finies d'ordre 2 de U dans la direction EIθ. Et donc, on obtient ici une discrétisation de trace de d alpha de m de d alpha de θ fois la hessienne de U. Et puis, en prenant le minimum sur cet espace de paramètres discrétisé, eh bien, on approche ce minimum. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné par rapport au schéma à deux échelles? Déjà, la taille du stencil, donc la taille des différences finies, elle est de l'ordre de alpha moins 1,5, parce qu'on décompose des matrices qui ont un nombre de conditionnements de alpha qui est indépendant de h. Donc, on n'a pas un stencil qui grossit à mesure que l'échelle de discrétisation rétrécit. Et par ailleurs, on a une erreur de consistance qui est en h carré plus k puissance moins 2, où k, c'est le nombre de points de discrétisation qu'on utilise dans l'espace angulaire. Et donc ça, en k, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de compromis à chercher. Ici, il suffit de prendre k, par exemple, de l'ordre de h-1, pour avoir un schéma précis à l'ordre 2. Alors, le point un peu négatif, malgré tout, c'est que si on prend k de l'ordre h-1, eh bien, ce schéma il devient un petit peu coûteux à évaluer. Donc, on va voir comment traiter ça. Bon, et puis, je mentionne qu'il y a des travaux un peu liés de Bonance dès 2004 en dimension 2 avec une approche différente pour la décomposition. Krylov qui avait fait des analyses théoriques, mais sans traiter la question de la décomposition, ou là pour de la diffusion. OK. Et donc, pour essayer de résoudre pour essayer d'éviter cette discrétisation angulaire, on va passer par une description plus fine de la décomposition de Voronoi, qui va permettre aussi de comprendre ce qui se passe joliment. Donc, je vais présenter en dimension 2 de manière un peu informelle. Donc, en dimension 2, les matrices symétriques définies positives, avec une trace de 2 pour la normalisation, on peut les représenter par un disque. Donc, on peut les paramétrer par un disque. En fait, c'est la paramétrisation des matrices de Pauli bien connues en mécanique quantique. Et donc, chaque point de ce disque à l'intérieur du cercle bleu représente une anisotropie et une direction. Donc, plus on s'approche du bord du disque, plus l'anisotropie est prononcée. Et puis, par ailleurs, à mesure qu'on tourne sur le disque, eh bien, l'orientation varie. Et alors, la décomposition de Voronoi, eh bien, il se trouve qu'on peut l'expliciter. Seeling l'avait totalement explicité. Ce disque, il va être paramétré, il peut être décomposé à l'aide d'une triangulation infinie, avec des points à coordonnées rationnelles pour les sommets. Et sur chacun de ces triangles, la décomposition, elle utilise les mêmes offsets, les mêmes différences finies. Donc, donc les offsets qui serviront à faire les différences finies, ils sont constants sur chacun des triangles. Ils sont toujours à coordonnées entières et en plus, ils sont constants sur ces régions. Et par ailleurs, les coefficients de la décomposition, ils sont linéaires sur chacune de ces régions. Et alors, le problème de Pucci, il nous a amené à considérer des matrices avec un conditionnement fixé, c'est-à-dire une distance fixée par rapport au bord, puisque c'est la distance par rapport au bord qui définit le rapport d'anisotropie. En fait, la distance au bord, c'est
le rayon, c'est 1 moins alpha sur 1 plus alpha, où alpha, c'était le paramètre dans l'équation de Pucci. Et puis, toutes les orientations possibles. Donc, en fait, les matrices qu'on voyait à l'instant, sur lesquelles on fait l'optimisation, dans le schéma pour l'équation de Pucci, eh bien, elles décrivent des cercles donc qui correspondent à une intensité de l'anisotropie fixée et puis toutes les orientations possibles. Et ces cercles, on voit qu'ils coupent qu'un nombre fini de triangles. Et donc, si on regarde la structure de la décomposition de d alpha de θ, donc, qui était, je rappelle, 1 alpha Rθ transpose Rθ, eh bien, on va avoir donc, toujours des coefficients positifs, toujours au plus 3 offsets pour lesquels les coefficients sont strictement positifs. Et puis, on a cette structure où il y a un certain nombre d'angles entre 0 et pi, où les offsets changent. Ça correspond aux fois où on passe d'une cellule triangulaire à une autre. Donc, on peut faire une partition de 0π grâce à la caractérisation de ces lignes, telle que sur chacun des intervalles, les offsets utilisés sont les mêmes. Donc là, ils sont écrits un peu petits, mais c'est des vecteurs à coordonnées entières, en fait, qui sont utilisés à chaque fois. Et puis, sur chacun de ces intervalles, les poids, ils ont une expression simple, en fait, une expression linéaire en la matrice. Et donc, une fonction linéaire de cette matrice, c'est forcément de la forme une constante plus un coefficient fois cos de θ plus un coefficient fois sin de θ. Et donc, à partir de ça, eh bien, on a une approche pour l'équation de Pucci, où d'abord, on commence par la reformuler sous forme de Bellman, donc comme un minimum d'opérateurs linéaires elliptiques. Ensuite, on insère la décomposition de la matrice d alpha de θ. Donc là, les ρi et les ei de θ, ils décomposent d alpha de θ, comme au slide d'avant. Donc là, on a commis une erreur grand O de h carré. Et puis, il se trouve que ces ρi de θ, c'est une constante plus un coefficient fois cos de θ plus une constante fois un coefficient sin de θ. Et que donc sur chacun des intervalles θk, θk plus 1. Et puis, ces différences finies-là, elles restent constantes aussi sur chacun des intervalles θk, θk plus 1, parce que les offsets ne changent pas. Donc si on connaît la décomposition de l'intervalle 0π en intervalles, eh bien, on a ici juste sur chacun des intervalles θk, θk plus 1, une fonction de la forme a plus b cos de θ plus c sin de θ sur chacun des intervalles qu'on peut résoudre sous forme close. Donc, voilà, donc on fait une optimisation au niveau purement discret pour obtenir comme ça un schéma d'ordre 2 et consistant pour une EDP totalement non linéaire. Et on a un stencil et un coût d'évaluation qui sont dépendants seulement de alpha. On a totalement éliminé la dépendance en H ou en un paramètre K supplémentaire. Et alors, le petit point négatif qu'on pourrait donc objecter, c'est que le schéma il est quand même relativement compliqué. Il est à la fois adaptatif, non linéaire. Et donc, comme on va être amené à calculer sa matrice jacobienne, dans le cadre d'une résolution par méthode de Newton, il faudra un moyen d'automatiser ça. Voilà, donc évidemment, ça nous amène à la différenciation automatique qui a été mentionnée. Alors, la différenciation automatique, ça marche très bien, mais il faut quand même savoir qu'il y a des petites subtilités parce qu'il y a plusieurs variantes qui sont adaptées à plusieurs types de problèmes. Donc, je voudrais juste dire un petit mot là-dessus. Si on veut l'utiliser, quelles sont les alternatives, les choix auxquels il faut réfléchir.
Donc si on a une composée de fonctions, f1 jusqu'à fn, et bien la différenciation automatique, c'est un outil purement informatique qui passe par la surcharge d'opérateurs et qui va vous calculer sa matrice jacobienne. Et donc, en fait, moralement, ce qu'elle fait, du point de vue mathématique, même si du point de vue de l'implémentation, ça peut paraître différent, du point de vue mathématique, ce que fait la différenciation automatique, c'est juste un produit de matrice, même si elles ne sont jamais assemblées ou rarement assemblées. Donc, c'est quand même un produit de matrice jacobienne. Et donc, en fait, les produits de matrice, il y a évidemment plusieurs manières de les faire. On peut le faire de droite à gauche, c'est-à-dire en suivant le sens de l'évaluation. Donc, à mesure qu'on calcule, à mesure qu'on applique fn, fn-1 jusqu'à f1, on calcule le produit de matrice d'une manière donc forward. Donc ça va être, ça va avoir un coût qui est I0 plus, etc., plus IN moins 1 fois IN. Alors, j'ai dû faire une petite bêtise là quand même. Oui, il me manque... donc, en fait, c'est I0 fois I1, et là, c'est IN-2 fois IN. Donc, bon, là, en fait, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si IN est en grand taux de 1, donc oubliez ce facteur il correspond au coût de la lecture des données. Et si IN est en grand taux de 1, à ce moment-là, on a un coût qui correspond juste à la lecture des données qui est essentiellement optimale. Donc, si on veut analyser la sensibilité à quelques paramètres, si IN est petit, eh bien, à ce moment-là, c'est bien de travailler en forward. À l'opposé, si on a un résultat final qui vit en petite dimension, typiquement en dimension 1, eh bien, il vaut mieux faire le produit de gauche à droite, ce qui veut dire qu'on enregistre les étapes de calcul et on les rejoue à l'envers. Voilà, donc bon, là, juste le produit, le coût, ce sera plutôt I0, I1 plus IN-2, IN-1, IN pour le premier. Bon. OK. Et donc en reverse, donc le reverse, la différenciation automatique reverse, c'est utile si on est en train de résoudre un problème d'optimisation, puisque ça marche bien avec un coût qui correspond à la lecture des données si l'espace de sortie il est de petite dimension, typiquement de dimension 1. Bon, et puis ici, on a un schéma numérique qui va en fait de R grand N en R grand N, où grand N, c'est le nombre de points de discrétisation. Donc, aucune de ces deux conditions est satisfaite. Et ça nous amène à regarder la différenciation automatique creuse, qui serait en fait typiquement forward, mais avec des matrices creuses, qui est efficace si les facteurs sont peu nombreux et creux. Et donc, bon, ce qu'on a fait ici, c'est que pour être efficace, mais malgré tout, on avait une fonction non linéaire assez compliquée qui correspondait à l'optimisation sous forme close du problème. Donc, bon, au final, pour être efficace, on s'est rendu compte qu'il fallait soit composer les différenciations forward pour la partie fortement non linéaire et creuse pour la partie différence finie, soit utiliser le théorème de l'enveloppe. Donc, le théorème de l'enveloppe, c'est un résultat mathématique qui dit que si vous différenciez une fonction qui est définie comme un minimum, alors, sous des conditions assez générales, il suffit de différencier la fonction de deux variables au paramètre optimal. Oui, c'est ça. Oui, alors eux, on a des. En fait, le schéma, il est donc dégénéré elliptique, discret dégénéré elliptique, et à partir de là, on peut obtenir une garantie que le schéma converge. En fait, la matrice du schéma, elle est diagonalement dominante. Donc, la condition d'ellipticité discrète dégénérée, elle fait que la matrice, elle est diagonalement faiblement dominante. Et par ailleurs, avec les conditions au bord, on obtient qu'elle est inversible. Et donc,
donc le Newton, on a une garantie qui converge. Bon, donc, juste, donc, toutes ces techniques d'arithmétique, etc., ça peut avoir l'air un peu subtil, mais au final, donc, les schémas numériques restent assez simples. En tout cas, si on présente les bouts qui sont simples. Donc pour le premier schéma, eh bien, la décomposition de ces lignes, finalement, ou de Voronoi, c'est une routine, c'est un algorithme qui est connu depuis 1874, dans lequel la dimension 2 et 3 et qui est quand même relativement simple, donc pour lequel on a fait une black box. Ensuite, calculer les différences finies. Les pondérer, sommer, et puis prendre le minimum. Donc, c'est fait à cette étape-là. Et ça, c'est pour le premier schéma fait sur un sampling. Et ensuite, il y a la question de comment utiliser le schéma consistant. Bon, donc, ça, c'est des fonctions dans lesquelles U va être remplacé après par une inconnue qui contient des données de différenciation automatique, typiquement creuses. Et donc, tout va se faire de manière transparente et on obtiendra la jacobienne en sortie, la jacobienne du schéma. Et donc, pour être numériquement efficace, dans le deuxième cas, pour éviter que les informations de différenciation automatique passent à travers une fonction fortement non linéaire, un peu complexe, eh bien, on peut utiliser le théorème de l'enveloppe, qui consiste à appeler cette fonction deux fois, une fois avec U qui a que des valeurs réelles, et puis une deuxième fois en ayant obtenu les angles optimaux, auquel cas on peut utiliser le théorème de l'enveloppe. Oui, tout à fait, tout à fait. Contrairement au schéma à deux échelles, cette approche, elle permet de récupérer le Laplacien standard dans le cas où alpha égale 1, parce que donc, la décomposition de Voronoi ou de Selling, dans le cas où la matrice est la matrice identité, elle redonne bien les EI qui sont les axes de coordonnées. Voilà, donc tout ça, c'était pour Selling, mais en fait, notre but, c'était Monge-Ampère, qui est plus intéressant, mais aussi un peu plus complexe. Donc, l'équation de Monge-Ampère du transport optimal, j'ai écrite ici. Donc, on veut que le déterminant de la hessienne de U soit égal à F sur G de grade U. On veut que U soit convexe et que le gradient de U soit toujours contenu dans un espace d'arrivée, un espace cible. Donc, alors, c'est une équation donc, et non linéaire aussi, qui admet une reformulation de type Bellman aussi, donc avec un maximum d'opérateurs elliptiques. Et donc, on peut appliquer la même stratégie. Donc, cette reformulation-là, elle avait été introduite par Feng et Jensen, et elle contient déjà la contrainte de convexité. Si on prend D qui est dégénéré, on a ce terme-là qui disparaît, et on obtient que U est convexe dans la direction, dans le vecteur propre associé. Voilà, donc ça, c'est une équation qui regroupe déjà U convexe et cette partie-là. Il faut travailler un peu plus pour avoir les conditions au bord. Et puis, la stratégie que j'ai présentée pour Pucci, elle s'applique aussi avec quelques difficultés supplémentaires. Donc déjà, ici, on a un ensemble de matrices qui est d'anisotropie non bornée, puisqu'il va falloir prendre toutes les matrices de trace 1 positives. On a une invariance par addition d'une constante de la solution, donc c'est pas exactement on n'a pas le principe de comparaison usuel, on a des choses plus faibles. Puis évidemment, on a des conditions au bord non standards qui demandent que le gradient de U soit contenu dans un espace cible. Ouais, donc mais malgré tout, on a obtenu une preuve complète pour le schéma associé à ça. Voilà. Donc, et puis, on a fait une application à un problème encore un poil plus complexe où on veut faire de l'optique géométrique, enfin de l'optique non imageante et construire un réfracteur. Donc, ici, on souhaite construire un réfracteur
qui va donc dévier les rayons à cause du changement d'indice, de telle manière que la source se projette une image donnée. Donc, on veut projeter une image non pas en mettant des masques, mais en concentrant ou au contraire en faisant diverger les rayons en choisissant bien la forme du réfracteur et à cause du changement de direction lié au changement d'indice. Donc ça se ramène à une équation de type Monge-Ampère avec un terme en plus dedans là. Et quelques expériences numériques. Donc ici avec une image cible, là un rendu sur un logiciel de ray tracing après avoir résolu l'équation de Monge-Ampère et après avoir fabriqué cet objet qu'on ne voit pas bien là, mais qui est en fait une sorte de forme en verre avec une surface qui est donnée par l'équation de Monge-Ampère. Et donc, si on regarde, par exemple, la courbure de la surface, on reconnaît un petit peu l'image, sauf que les régions noires ont été complètement écrasées parce qu'en fait, il n'y a pas de lumière qui est envoyée sur ces régions noires. Et à l'opposé, les régions blanches ont été un peu étalées parce qu'il va falloir faire converger la lumière vers ces régions blanches. Alors, je ne sais pas combien de temps il reste là. Ouais, 10 minutes. Bon, je vais parler un petit peu des équations d'ordre 1. Et du modèle des Elastica qu'on a étudié donc, avec Dachen et Laurent Cohen. Alors, et donc, ça va être de nouveau des schémas discrets dégénérés elliptiques, mais avec des principes un peu différents. Alors, les courbes élastiques de l'air, ce sont les courbes qui extrémissent l'intégrale de la courbure carrée et qui correspondent aux positions de repos d'une tige élastique et dont Mumford a proposé l'utilisation en traitement d'image. Et donc, on s'est intéressé à ce modèle dans un cadre de segmentation d'image en rendant quand même la longueur L libre. Donc, du coup, il faut le voir un peu plus comme un modèle de contrôle optimal où on a un véhicule qui se déplace dans l'espace x, y, θ avec une certaine position, une certaine orientation. Et puis, en chaque point, il n'a pas de marche arrière, il est forcé d'aller vers l'avant. Et par ailleurs, s'il veut tourner sec, ça coûte assez cher. Il y a une pénalisation de courbure comme la courbure carrée. Donc, il y a quelques paramètres en plus. Bon, il y a le 1 qui sert à pénaliser la longueur totale, puisque maintenant la longueur est libre. Le xi qui correspond à un rayon de courbure typique. Et puis un coût qu'on se donne et qui va servir à guider les chemins dans les régions d'intérêt. Et donc, grâce à des codes numériques de résolution d'équations HJB, eh bien, on peut calculer ces chemins optimaux. Voilà quelques exemples. Donc, c'est des jolies courbes si on met un coût qui vaut 1. Mais le cas qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment un coût, donc C de xθ qui vaut 1, c'est plutôt un coût C de xθ qui est tiré d'une image. Donc ici, c'est une image d'un circuit vasculaire, donc en fait un fond rétinien. Et puis, les vaisseaux sanguins, on va les voir un peu comme des autoroutes. On va essayer de favoriser les chemins en mettant un coût qui passe le long de ces vaisseaux rétiniens, en mettant un coût C de xθ qui est faible si on est au-dessus d'un vaisseau sanguin et aligné avec la direction de ce vaisseau sanguin. Voilà, donc en fait, ces chemins définissent des autoroutes. C'est moins cher d'aller le long des autoroutes. Par contre, si on va transversalement à l'autoroute, là, par contre, on paye cher quand même. Ce n'est pas prévu. Enfin, c'est prévu qu'on ne le fasse pas. Et donc, après, on a donc, en calculant des chemins avec pénalisation de courbure, donc ici, pour un modèle un peu différent, on peut extraire une partie de l'arbre d'irrigation vasculaire. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on résout cette chose? Comment est-ce qu'on calcule ces chemins? Donc ici, le but, ça va être d'obtenir des chemins qui sont globalement optimaux pour cette mesure de longueur. Et donc, on va commencer par faire un relèvement angulaire, donc en considérant des chemins qui se baladent vraiment en 3 dimensions, comme notre voiture de tout à l'heure.
qui vivait bien en 3 dimensions, à x, y, θ. Et on introduit une métrique dans laquelle on reconnaît le 1 plus courbure carrée, sauf qu'on l'a rendu 1 homogène. Donc, il n'y a qu'une seule manière de la rendre 1 homogène, c'est de multiplier par la vitesse en x et de diviser par la vitesse en x sous le θ point carré. Donc ça nous redonne bien le 1 plus courbure carrée si le chemin est paramétré à vitesse unité. Et par ailleurs, comme on veut que θ soit un relèvement de la courbe, eh bien, on dit que la métrique est infinie si la vitesse physique n'est pas alignée avec la direction θ. OK, donc là, ce qu'on a gagné, c'est qu'on a une invariance par rapport à la reparamétrisation temporelle. Et puis, à partir d'une mesure de longueur, on peut définir une distance entre 2 points, qui est la longueur du plus court chemin. Et cette distance, elle satisfait une équation de type éconal, qui est celle qu'on va vouloir résoudre. Donc, si on sait résoudre cette équation, on sait calculer les plus courts chemins et on sait extraire nos vaisseaux sanguins, puisque donc, cette équation d'ordre 1, elle caractérise la distance au bord ou la distance au point source, si on choisit un bord qui est un point source. Et donc, ensuite, en faisant une descente de gradient, essentiellement, on remonte les chemins, on remonte le long du chemin optimal vers le bord ou le point source. Voilà. Donc, alors là, donc la métrique, donc l'EDP, elle fait intervenir la métrique duale. Et il se trouve qu'on a une expression explicite de celle-ci, parce que notre véhicule, eh bien, si on regarde les vitesses autorisées, les vitesses admissibles, de manière inattendue, ça forme une ellipse. Donc, on a l'impression de reconnaître une structure riemannienne. Ça forme même un cercle en dimension 3, sauf que c'est un cercle complètement aplati, puisque le véhicule est forcé d'aller dans la direction vers laquelle il pointe le nez. Et en plus, il est décentré, vu que l'origine, en fait, est sur le bord. Donc, les vitesses admissibles, à partir d'un point, eh bien, ça forme une espèce de disque aplati et décentré. Et malgré tout, avec ça, on peut calculer. Donc ça, c'est en quelque sorte la boule unité de la métrique. Et à partir de ça, on peut calculer la métrique duale. Et donc, on a une équation à résoudre pour laquelle on va proposer un schéma. Et donc, bon, donc, comme tout à l'heure, on cherche un schéma aux différences finies. Ici, on va demander une propriété un poil différente, plutôt de la causalité, mais on veut quand même que ce soit discret dégénéré ou elliptique. Et la causalité qui demande que le schéma dépende que des parties positives des différences finies, de telle sorte que U de x, qu'on obtient en résolvant le schéma en x, il ne dépend que des temps d'arrivée antérieurs. C'est ça qui exprime la dépendance à max de U de x en U de y. Et donc, avec ça, on peut résoudre FU égale 1, donc on peut résoudre l'équation de manière efficace. Donc, il y avait un schéma connu dans le cas isotrope. Et donc, il faut faire un analogue dans le cas de notre métrique. Voilà, donc là, bon, donc, la métrique duale, on a son expression explicite. On passe par une reformulation intégrale. Il y a une identité trigonométrique amusante, finalement, un peu inattendue. On a l'impression que c'est plus compliqué parce qu'on avait une forme close et là, on a une forme intégrale. Mais cette forme intégrale, on reconnaît dedans le produit scalaire donc, de x chapeau qui sera le gradient de u selon la variable x et de θ chapeau qui sera la dérivée de u dans la direction θ. Donc, on reconnaît un terme là qui est assez proche de ce qu'on veut dans les schémas causaux. Voilà, donc un terme qui sera le gradient de u par rapport aux variables d'espace contre un vecteur n de θ phi. Et puis, à partir de là, on peut faire une quadrature de cette intégrale et une approximation de ce terme
ce terme-là avec des produits scalaires contre des vecteurs à coordonnées entières en utilisant le même outil que tout à l'heure, la décomposition de Voronoi ou de Selling. Et donc, le fait que ce soit des vecteurs à coordonnées entières, ça nous permettra donc de faire des différences finies sur la grille. Bon, donc, voilà, donc la librairie, en fait, elle est prévue pour résoudre ce type de schéma. Donc, finalement, le code est assez simple. Donc, c'est prévu pour des EDP dont la métrique duale au carré s'exprime ici avec k égale 1. On n'a pas besoin du max, mais c'est utile pour d'autres types de métriques, notamment en sismique. Les termes symétriques, on les a dans les équations riemanniennes, mais pas ici. Et là, on a juste des termes de ce type-là. Alors, donc c'est fait par différence finie. Donc, je vais passer rapidement sur l'implémentation GPU. C'est assez standard. Et je voulais juste dire un petit mot sur... donc quand on propose des codes en ligne, eh bien, on s'amène à découvrir des variantes. Donc là, j'avais un collègue qui avait décidé de supprimer tous les offsets, toutes les différences finies qui tournaient du mauvais côté, en rajoutant juste une ligne dans la décomposition du schéma. Bon. Et donc, on s'est demandé, je me suis demandé donc, ce que Dachen obtenait, quel était le modèle qui était obtenu si on empêchait le véhicule de tourner à gauche, de tourner à droite. Donc, c'est-à-dire que là, c'est l'EDP qu'on résout avec notre schéma par propagation de front. Et là, c'est les différences finies qui sont utilisées, donc celles qu'on a construites à l'instant. Et alors, ce qu'il avait fait, c'était qu'il avait coupé toute la partie inférieure, là, pour empêcher le véhicule de tourner vers la droite. Donc, du coup, il tournait que vers la gauche. Et son but, c'était le but de Dachen, c'était de segmenter les formes convexes. Alors, ce n'est pas tout à fait suffisant ici, parce qu'on peut quand même tricher en tournant que vers la gauche, on peut tourner vers la droite en faisant une bouclette. Donc, ce qu'il avait proposé, c'était de rajouter en plus, enfin, ce qu'on a proposé, c'est de rajouter en plus un mur pour éviter que le véhicule fasse plus d'un tour sur son chemin, puisque là, on calcule une géodésique fermée, en fait. Donc, un mur qui évite qu'il fasse plus d'un tour sur lui-même. Donc, comme ça, on a des segmentations de formes convexes. Et donc, on se demandait, finalement, est-ce que cet EDP qu'on résout, est-ce que ce schéma correspond à un modèle? Et donc, il fallait rembobiner toute la description que je vous ai faite à l'instant. Et à partir du schéma qui avait été modifié, juste de 2 lignes dans le code, essayer de voir est-ce qu'on peut remonter au modèle original, à quelque chose qui a du sens. Bon, alors du coup, il y avait des calculs, peut-être que je vais les passer un peu vite s'il reste plus beaucoup de temps, mais in fine, le modèle, il se trouve qu'il était tractable, qu'on pouvait remonter à des expressions algébriques et que donc en coupant les offsets du mauvais côté, eh bien, on a une pénalisation de courbure C qui coïncide avec la pénalisation Elastica si la courbure est plus grande que 1 dans les portions de forte courbure, qui est infinie si on tourne du mauvais côté, et puis qui se relie là avec une expression algébrique un peu affreuse. J'ai mise là. Bon, mais juste à partir d'une petite modification de 2 lignes dans le schéma, bah, finalement, ça se ramenait à un modèle explicite, bien qu'affreux. Voilà, donc, que j'ai illustré là. Donc, c'est comme si vous aviez un véhicule qui, en x, y état, peut se déplacer seulement vers le haut dans ces espèces de gouttes d'eau. Voilà, donc et après quelques illustrations. Donc, le but, c'était de faire de la segmentation. Donc, on part d'une image, on peut l'annoter un petit peu pour interdire des régions. Et la courbe qui suit ce modèle optimal, eh bien, elle va suivre les contours, puisque le coût C de x θ, il est conçu pour favoriser les contours. Mais bon, quand il n'y a pas de contour, eh bien, on passe en vol libre avec la contrainte de convexité qui sert de guide. Donc, ça ne marche pas si mal parce qu'en fait, il y a plein d'objets qu'on veut segmenter qui sont naturellement convexes, même s'ils ne le sont pas parfaitement. Ici, ce n'est pas tout à fait convexe. Mais a priori, convexe, c'est un bon point de départ, au moins. Voilà, donc
Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, en tout cas, on continue à travailler sur les schémas aux différences finies, mais avec des contraintes en plus et des constructions en plus liées à la décomposition de Voronoi et de Selling et des outils adaptés pour la différenciation automatique et l'accélération GPU. Et donc, ça, on peut essayer donc sur son ordi ou même en ligne sans installer quoi que ce soit avec Google Colab. Donc, je vous remercie pour votre attention. Y a-t-il des questions, commentaires, remarques et autres? Oui. Pour le cas des questions de switching, par exemple, si tu avais pris un schéma à 9 points, que tu avais fait un traitement linéaire pour calculer les valeurs propres comme des racines, ouais. Ce ne serait pas monotone. En fait, donc un schéma à 9 points serait forcément pas dégénéré elliptique. Et donc, du coup, on n'aurait pas de garantie, par exemple, que la matrice hessienne est inversible. Voilà, en fait, si on se donne une taille de voisinage fixée, eh bien, si on se donne une taille de voisinage fixée, on ne va pas pouvoir faire des schémas monotones si les anisotropies sont trop prononcées. Donc, avec 9 points, on pourra aller jusqu'à une certaine valeur de alpha, peut-être alpha égale 1,5, mais on ne pourra pas aller au-delà. Et en fait, la décomposition de Selling, au moins en dimension 2, elle est optimale pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir un schéma plus compact en dimension 2 au moins que celui qui est proposé, plus compact en termes de nombre de voisins qui sont utilisés, si on veut respecter la monotonie. Alors, ouais, en fait, donc, quand je fixe un alpha, donc ce dessin il est pas mal pour voir ce qui se passe. Quand je fixe le alpha, donc ici en dimension 2, ça me fixe mon rapport d'anisotropie. Et donc, ça me donne un point donc en dimension 2 de ce disque qui correspond donc si je fixe alpha et θ, ça me donne un point qui correspond à une certaine ellipse. Et donc, il y a une décomposition associée. Et les offsets, ils sont complètement déterminés ils sont uniquement déterminés en dimension 2. Et si alpha est petit, c'est-à-dire si on est proche du bord, eh bien, les offsets, les vecteurs EI, là, deviennent de plus en plus grands. Et donc, le schéma s'allonge de la même manière que l'anisotropie s'allonge. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, pour Monge-Ampère, tout à fait. Donc, pour Monge-Ampère, ce qui se passe, c'est que on fait une optimisation sur toutes les matrices positives de trace 1. Donc, effectivement, on ne maîtrise pas le alpha à la base. Donc, soit on peut espérer avoir, si on est dans un cas vraiment gentil, à ce moment-là, la solution est C2 est uniformément convexe avec une hessienne dont la plus petite valeur propre est bornée en dessous. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire pour Monge-Ampère, c'est que qu'au lieu d'optimiser sur tout le disque, ce qu'on a fait, c'est qu'on a optimisé sur un nombre fini de triangles. Plus on prend de triangles, plus on recouvre le disque. Donc, si on a une borne a priori sur les valeurs propres de la hessienne de la solution, à ce moment-là, on peut fixer le nombre de triangles, on est content. Si on n'a pas de borne, si la solution peut dégénérer, ce qui se produit dans le cas où il y a des parties sans masse, par exemple, dans le transport optimal, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut faire tendre le nombre de triangles vers l'infini à mesure que h tend vers 0. Donc là, on revient un peu sur les difficultés sur un schéma un peu à deux échelles, mais au moins dans les régions lisses, c'est toujours les zones bien compactes qui sont utilisées. Et puis, c'est seulement dans les régions où c'est dégénéré qu'on utilise des stencils très grands. Ouais. On va répéter les questions parce que les gens qui sont en Zoom n'entendent pas les questions. Ah, pardon. Alors, pourquoi ces triangles ne sont pas isocèles? En fait, cette triangulation, on ne peut pas la choisir, elle est donnée en fait.
Et les points du bord, là, c'est des points à coordonnées rationnelles, en fait. Donc, c'est vraiment une triangulation qui est donnée par Dieu, si on veut, qu'on ne peut pas choisir. C'est une description de la décomposition de Voronoi. En fait, la décomposition de Voronoi, je l'ai décrite à l'instant, je l'ai décrite tout à l'heure. On cherchait la décomposition qui soit optimale. Et donc, je peux... oui, c'est ça, c'est qu'on a des offsets, eux, qui doivent être à coefficient entier. Et donc, du coup, il y en a un peu plus dans certaines directions. Bon, en fait, alors, bon, de toute façon, voilà. Donc, ces deux triangles-là, ça correspond au cas où on travaille qu'avec les 9 voisins, puisqu'on voit qu'on n'utilise que les 9 voisins. Mais dès qu'on commence à aller chercher ici le point 2, 1, ou ici le point 1, 2 pour construire le stencil, eh bien, on voit que ici, ces deux angles-là, ils sont pas égaux. Et donc, c'est pour ça que les triangles ne sont pas isocèles. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions sur le chat. Pas d'autres questions. Moi, j'ai essayé de voir si on pouvait mettre des trucs comme ça dans ce thème. Et ça me paraît très, très loin de pouvoir faire du mixage. Ouais, c'est pas évident. Là, c'est quand même des méthodes qui sont vraiment sur grille. Cette décomposition de Voronoi, en tout cas, ça permet d'être très efficace quand on reste sur grille cartésienne. Donc, en tout cas, on peut faire aussi des schémas monotones sur des nuages de points, mais on perd tous ces outils qui sont quand même très efficaces. Bon. Oui, alors là, c'est vraiment une approche complètement différente. C'est l'approche solution de viscosité. C'est des fonctions qui sont définies ponctuellement, qui ne sont pas spécialement interpolées. D'ailleurs, des stencils, typiquement, ce point-là, pour son schéma, il va utiliser ces voisins-là. Et puis, ce point-là, il pourra aller chercher d'autres choses qui se croisent peut-être. Donc, on a vraiment une approche quand même assez différente basée sur les solutions de viscosité et des stencils qui peuvent se croiser. Donc, c'est complémentaire en quelque sorte. C'est plutôt pour d'autres EDP aussi. C'est pour les EDP qui sont dégénérés elliptiques plutôt que sous forme variationnelle.